Vous avez sans doute déjà entendu la célèbre comptine sur les 6 épouses d'Henri VIII. Répudiée, décapitée, morte, répudiée, décapitée, survivante. Cela ressemble à une simple leçon d'histoire apprise à l'école. Mais cette formule cache la réalité terrifiante de ce que signifiait être marié à un monstre. On pourrait imaginer que devenir reine d'Angleterre, c'était vivre un conte de fées fait de joyaux et de banquets somptueux. Pourtant, pour 2 de ces femmes, tout s'est achevé dans une mare de sang, sur les pierres glaciales de la Tour de Londres. Nous allons remonter au XVIe siècle pour assister aux derniers instants d'Anne Boleyn et de Catherine Howard à travers leurs propres yeux. Imaginez que vous êtes Anne Boleyn. Nous sommes en 1536. Voilà 3 brèves années que vous êtes la femme la plus puissante d'Angleterre. Vous avez séduit un roi. Vous avez bouleversé la religion d'un pays entier pour porter la couronne. Mais la roue de la fortune a tourné. On vous accuse d'adultère, d'inceste et de trahison. Votre crime véritable ? Ne pas avoir donné de fils au roi. Et lui a déjà tourné son regard vers une nouvelle obsession. Jane Seymour. Vous êtes enfermé dans les appartements royaux de la Tour de Londres. Ironie cruelle, car ce sont les mêmes pièces où vous avez dormi avant votre couronnement. Par la fenêtre, vous entendez les charpentiers ériger l'échafaud sur Tower Green, à quelques mètres à peine. La mort approche. En Angleterre, on exécute les traîtres à la hache, sur un billot de bois. Mais la hache est lourde, maladroite. Si le bourreau est nerveux, ivre, ou si la lame est émoussée, il faut 2, 3, parfois 5 coups pour trancher une tête. On raconte des scènes d'horreur, des corps massacrés sous les yeux de la foule, et vous redoutez de subir le même sort. Pourtant, Henri vous accorde une étrange faveur. Peut-être une forme tordue de respect. Peut-être veut-il simplement en finir vite. Il fait venir un maître épéiste de France, de Calais. L'épée est réputée plus nette, plus noble que la hache. Le matin du 19 mai 1536, vous avancez sous le soleil éclatant, vêtu d'une robe de damas gris sombre sur un jupon cramoisi. Vous devez paraître digne, souveraine, alors que votre cœur cogne dans votre poitrine comme un oiseau prisonnier. Vous montez les marches de l'échafaud. De la paille recouvre le sol pour absorber le sang, éviter que le bourreau ne glisse. L'épéiste cache sa lourde épée à 2 mains dans la paille pour ne pas vous effrayer. Vous prononcez un bref discours louant le roi, non par loyauté, mais pour protéger votre fille Élisabeth. Vous vous agenouillez. Il n'y a pas de billot. L'épée exige que la victime reste droite. On vous bande les yeux. Vous priez Jésus-Christ d'accueillir votre âme. Le bourreau, maître de son art, appelle son assistant pour qu'on lui apporte l'épée, alors qu'il l'a déjà en main. C'est un stratagème. Vous tournez légèrement la tête vers la voie. Votre cou est parfaitement exposé. En une fraction de seconde, la lame siffle dans l'air. La décapitation est si nette que vos yeux et vos lèvres bougent encore quelques instants. La foule retient son souffle. Le bourreau saisit votre tête par les cheveux et la montre à l'assistance. Ce fut rapide, professionnel, mais c'était le meurtre de sang-froid d'une épouse et d'une mère, ordonné par son propre mari. Avançons de 6 ans. 1542. Vous êtes Catherine Howard, 5e épouse du roi. Vous avez à peine 17 ou 19 ans. Une adolescente, jetée dans la fosse aux serpents de la cour Tudor. Votre famille ambitieuse vous a utilisé pour attirer l'attention d'un roi vieillissant, obèse, rongé par un ulcère à la jambe et par la colère. Vous avez eu un passé. Peut-être chercher du réconfort auprès d'hommes plus jeunes, comme Thomas Culpeper. Lorsque ces secrets éclatent, l'amour du roi se transforme en rage jalouse. Il réclame votre sang. On vous conduit à la Tour de Londres, mais contrairement à Anne Boleyn, vous n'aurez pas l'épée française. Ce sera la hache. La terreur vous submerge. Une légende raconte que vous vous êtes échappé à Hampton Court,
courant dans la galerie en hurlant pour implorer la pitié du roi, avant d'être traîné de force dans votre chambre tandis que vos cris résonnaient. La veille de votre exécution, vous accomplissez un geste tragique. Vous demandez qu'on apporte le billot dans votre cellule pour vous entraîner. Vous passez vos dernières heures à genoux, posant votre cou sur le bois dur pour être sûr de bien faire. Le 13 février 1542, on vous mène au même endroit que votre cousine Anne 6 ans plus tôt. Vous êtes si faible de peur qu'on doit vous soutenir. La foule observe une jeune fille qui devrait danser à un bal, pas mourir. Le bourreau porte un masque noir. Sa hache ressemble à un outil de bûcheron. La sciure est prête à absorber le sang. Le billot vous attend comme un autel sinistre. Vous posez la tête exactement comme vous l'avez répété. Vous dégagez vos cheveux. La hache n'est pas l'épée. Elle exige la force brute pour briser la colonne vertébrale. Le coup résonne sourdement. Le sang éclabousse l'échafaud. Une fin brutale pour une vie à peine commencée. Et Henri, à des kilomètres de là, dîne tranquillement. Pourquoi ces méthodes? Pourquoi tuer celle qu'il prétendait aimer? Dans l'esprit d'Henri VIII, la trahison n'était pas seulement politique. C'était une atteinte personnelle à son autorité divine. En couchant avec un autre homme, ces femmes menaçaient la succession et donc le royaume. Il s'est convaincu qu'il était la victime, qu'elles étaient des sorcières manipulatrices. Ainsi, il signait leur condamnation sans perdre une nuit de sommeil. Ses épouses n'étaient pour lui que des instruments destinés à produire un héritier mâle. Si elles échouaient, elles étaient jetées comme des jouets brisés. Les autres eurent plus de chance. Catherine d'Aragon fut répudiée et exilée. Jane Seymour mourut d'infection après avoir enfin donné un fils. Anne de Clèves accepta le divorce et reçut richesse et sécurité. Catherine Parr survécut grâce à son intelligence. Mais revenons aux exécutions. L'horreur ne s'arrêta pas à la chute de la tête. Anne Boleyn ne reçut même pas de cercueil. Ces dames durent supplier le bourreau pour récupérer son corps. Elles trouvèrent un vieux coffre à flèches, y placèrent son corps et sa tête, puis l'enterrèrent sous le sol de la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens, près de la tour. Catherine Howard fut ensevelie à proximité, sans monument. Au XIXe siècle, lors de travaux, on retrouva leurs os mêlés à la poussière. Une preuve glaçante qu'une fois effacés du cœur du roi, vous cessiez d'exister. Le bourreau, payé 23 livres pour Anne, une fortune, jouait sa propre vie. Un coup manqué pouvait déclencher une émeute. L'exécution était à la fois cérémonie religieuse et spectacle macabre. Les Londoniens grimpaient sur les toits pour voir tomber la lame. Quand Anne fut exécutée, Henri chassait à Richmond Park. Au signal du canon annonçant sa mort, il partit rejoindre Jane Seymour, qu'il épousa dès le lendemain. Il fit détruire leurs portraits, effacer leurs initiales, réécrire l'histoire. Alors, quand vous regardez des films sur les Tudors, souvenez-vous du bruit de la lame, de l'odeur de la paille, de la sciure imbibée de sang. Souvenez-vous de ces jeunes femmes traînées vers la mort parce qu'un vieil homme doutait de sa virilité. Vous n'auriez pas survécu 24 heures comme épouse d'Henri VIII. Les règles changeaient au gré de son humeur. Un mot de travers pouvait vous conduire à l'échafaud. L'exécution d'une reine est la preuve ultime que le pouvoir absolu corrompt absolument. Elle a brisé l'image divine de la monarchie et révélé un tyran couronné. On dit que les fantômes d'Anne Boleyn et de Catherine Howard errent encore dans les couloirs de la Tour de Londres, tenant leur tête entre leurs mains. Elles sont les victimes éternelles d'un mariage qui était littéralement une condamnation à mort. Alors soyez reconnaissants de pouvoir aujourd'hui divorcer avec un avocat et une signature plutôt qu'avec une épée et un coffre en bois. Voilà la vérité sanglante et brutale sur les épouses d'Henri VIII.